Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Ce matin, je vous propose de voir le premier débat d'Elisabeth Borne en tant que nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle a remplacé François de Rugy après sa démission à la suite des révélations de Mediapart. Elisabeth Borne a donc dû défendre le projet de loi énergie-climat et les sénateurs l'ont interpellée à de nombreuses reprises sur la fermeture de la ligne de train Perpignan-Rungis qui transporte des fruits et légumes. La ministre refuse cette fermeture, mais la SNCF a annoncé sa suspension jusqu'en septembre. Elle sera remplacée par des camions sur les routes. Je vous laisse écouter les débats. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à l'énergie et au climat. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 469 au sein de l'article 1er. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'objectif au développement de l'hydrogène bas carbone et renouvelable en visant ses différents usages et en déclinant l'objectif à la fois par rapport aux consommations totales d'hydrogène, tous secteurs confondus, et par rapport aux consommations d'hydrogène industrielles. C'est un sujet, je le dis, où l'ensemble des sénatrices et sénateurs, quelle que soit notre sensibilité, sont très mobilisés au sujet de l'hydrogène, d'où cette proposition d'amendement qui, tout à l'heure, j'y reviendrai, apporte un nombre de réponses très concrètes dans ce projet de PPL qui ne l'embrassait pas suffisamment. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, il y a 4 amendements en discussion commune. Le 59, Madame Noël. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le plan hydrogène 2018 ambitionne de faire de l'hydrogène un véritable vecteur énergétique au-delà de son usage uniquement industriel actuellement. Ce plan prévoit l'injection d'hydrogène dans les réseaux comme levier de flexibilité de stockage facilitant l'intégration des énergies renouvelables électriques intermittentes dans le mix énergétique. La proposition vise donc à inscrire dans le Code de l'énergie un objectif de développement de l'hydrogène bas carbone et renouvelable non seulement industriel, mais également comme énergie à l'horizon de 2030. L'ambition de 30% est mesurée au regard de l'objectif de 20 à 40% sur la consommation industrielle en 2028 et des perspectives de développement de l'hydrogène bas carbone dans les autres secteurs, en particulier le transport. Cet objectif reste d'ailleurs inférieur aux projections réalisées dans le cadre du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique qui prévoit environ 45 000 tonnes d'hydrogène bas carbone et renouvelable à l'horizon 2028. Merci. Le 23, Monsieur Casabonne. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, oui, mon amendement rejoint un peu celui de ma précédente personne. Il s'agit en réalité, alors je ne sais pas si le mot est le mot choisi juste, je voulais rajouter notamment par le biais des mobilités. En réalité, c'est peut-être pas la formulation exacte, il s'agit en réalité de favoriser le développement des mobilités décarbonées dans le futur. Je constate que la plupart des industriels sont actuellement prêts à cette préparation du futur. Les grandes entreprises, Engie, EDF, Alstom, enfin je pourrais en citer beaucoup, sont prêtes à prendre un risque industriel, notamment dans le développement de sites de fabrication d'hydrogène pour les mobilités et également de fabrication de moteurs à hydrogène. C'est pour ça que je crois qu'il est important qu'on marque bien, c'est un signe très fort dans le pôle futur, de l'intérêt qu'il y a à développer les mobilités. Ça touche toutes les mobilités. Les bus, les trains, il y a un train qui va rouler à Alstom, je crois, en Allemagne. Il y a une ligne de bus expérimentale à Pau. Il y a également des scooters à hydrogène. Il y a des mobilités à hydrogène. Demain, il peut y avoir des bateaux à hydrogène et ça résoudrait le problème du bruit et de la pollution. Bref, il y a un enjeu industriel. Je le répète, les industriels sont prêts. Ils attendent de nous un geste fort, montrant une ambition dans ce secteur-là. Merci, chers collègues. Le 212, Monsieur Courteau. Oui, c'est un amendement identique au 59, je crois. L'hydrogène est effectivement une énergie d'avenir qui va permettre d'aller plus vite vers la décarbonation et c'est à la fois un vecteur énergétique et un moyen de stockage. Les enjeux sont multiples, climatiques, techniques, socio-économiques et de santé. Nous avons donc des atouts certains en France et en Europe. Et dès lors, proposer de porter la part de l'hydrogène bas carbone et de l'hydrogène renouvelable à 30% de la consommation totale de l'hydrogène à l'horizon 2030 nous paraît particulièrement nécessaire, d'où cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les amendements 59 et 212 sont identiques. Ils consacrent une partie
de l'objectif de 30% d'hydrogène renouvelable et bas carbone dans la consommation totale horizon 2030. Ces amendements poursuivent une finalité tout à fait utile en ce qu'ils visent à soutenir une filière d'avenir. Pour autant, j'avais fait part de mes doutes en commission sur le chiffrage proposé qui ne figurait ni dans le plan de déploiement de l'hydrogène de 2018, ni dans le projet de PPE. Dès lors, je suis en mesure de proposer un chiffrage susceptible de convenir à tous. Je vous propose donc d'adopter un amendement que j'ai présenté tout à l'heure, qui vise à porter la part d'hydrogène renouvelable bas carbone entre 20 et 40% de la consommation totale d'hydrogène à horizon 2030. Cet amendement ne supprime pas l'objectif relatif à l'hydrogène industriel qui garde toute sa pertinence. L'amendement 23 vise à favoriser l'utilisation de l'hydrogène dans les transports. Là aussi, la finalité de l'amendement est compréhensible puisque le recours à l'hydrogène dans le domaine des mobilités constitue l'un des axes du plan de déploiement de l'hydrogène et des objectifs du projet de PPE. Pour autant, il est dommage de ne viser que la mobilité, ces plans encourageant aussi son utilisation à des fins industrielles et énergétiques. Je vous propose donc de viser dans l'amendement que je vous propose, ces deux derniers usages, en plus de la mobilité. Donc c'est plutôt, puisque vos amendements vont être satisfaits par l'amendement que je vous ai présenté, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc sur l'amendement 469, peut-être redire que dans le plan hydrogène, cet objectif de 20 à 40% concernait bien l'hydrogène industriel. Pour autant, comme vous pouvez l'imaginer, moi je suis évidemment très attachée à ce qu'on se fixe des objectifs ambitieux sur le développement de l'hydrogène dans le cadre de la mobilité et qu'on ne se contente pas de regarder circuler des trains à hydrogène chez nos voisins, mais qu'on agisse comme nous sommes en train de le faire pour avoir sur notre réseau également en lien avec les régions, donc des trains à hydrogène d'ici la fin du quinquennat. Donc moi je donne un avis favorable à l'amendement 469 et je vous propose le retrait des amendements suivants qui visent eux aussi à intégrer cet objectif de développement de l'hydrogène dans la mobilité, mais à préciser, je pense, de façon, je dirais, trop anticipée dans une filière qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas exactement encore aujourd'hui le potentiel, de façon trop précise, je pense. Donc je crois que c'est prudent de garder une fourchette de 20 à 40%, comme c'est dans le texte actuel, tout en rajoutant la rédaction proposée par Monsieur le rapporteur qui permet de bien prendre en compte l'ensemble des usages de l'hydrogène. Donc en résumé, favorable sur le 469 et retrait des trois autres au profit du 469. Merci, Madame la Ministre. Donc sur les demandes de retrait, oui, Madame Noël est d'accord. Monsieur Casabonne? Oui. Monsieur Courteau? D'accord. Monsieur Gay pour explication de vote. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous allons voter ces amendements, mais Madame la Ministre, hier nous avons posé de nombreuses questions à Madame la Ministre Wargon, mais on n'a obtenu aucune réponse. Et comme nous sommes encore sur l'article 1er, je me permets de vous relancer, puisqu'en plus on est sur une filière industrielle. Vous l'avez dit, ici, sur la méthode de transport, et par exemple sur les tramways ou les trains, sur l'hydrogène, il va bien falloir les construire. Mais on partage l'ambition de cet article 1er sur la neutralité carbone en 2050. Mais où sont les filières industrielles? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Vous nous dites là, on ne connaît pas encore tout à fait le potentiel. Mais il va falloir quand même qu'on puisse travailler sur ces questions-là. C'est l'avenir de la France. C'est aussi notre indépendance sur un certain nombre de domaines. Sur les éoliens, je dirais, offshore, où sont les filières industrielles? Est-ce qu'elles vont être à Saint-Nazaire ou pas? Ou est-ce que nous dépendrons, encore une fois, des étrangers sur cette question-là? Sur la méthanisation, où sont les filières industrielles? Là non plus, pas de réponse. Et puis là, on arrive sur l'hydrogène, donc on partage d'augmenter le plan. Mais là aussi, où sont les filières industrielles? Où vont être construits les tramways ou les trains à hydrogène? Où? Chez Alstom ou pas? C'est une véritable question. Donc là, il va falloir qu'on ait des réponses parce que, encore une fois, l'ambition qui est portée, nous l'avons dit hier, nous la partageons, mais sur les moyens, nous les cherchons. Hier, nous n'avons pas de réponse. Alors je sais que c'est compliqué pour vous et ce n'est pas
personnel, puisque vous arrivez aujourd'hui, mais je me permets de vous reposer la question, parce que sur cette question-là, il va bien falloir que nous avancions pendant le débat. Voilà, je me remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Casabonne, pour explication de vote. Oui, je vais voter naturellement ces 3 amendements, mais j'insiste quand même sur une chose, c'est que par rapport aux industriels, dans le domaine de la fabrication d'hydrogène et moteurs hydrogène, les industriels sont prêts à se lancer dans l'opération. Ils ont identifié des sites comme Belfort et Blanquefort chez Ford pour essayer de développer ça. Et c'est pour ça que je répète qu'il est important qu'on ait ce geste fort. La ministre a effectivement s'est prononcée en faveur de ça, mais je ne voudrais pas qu'on se limite simplement à des fourchettes et tout ça, et qu'en réalité, il y ait l'affirmation d'un vrai projet industriel. Je rappelle que la Chine va engager 10 milliards sur les années qui viennent pour fabriquer à 2030 près de 1 million ou 2 millions de véhicules. Je ne voudrais pas que l'Europe soit en retard dans ce domaine-là. Pour une fois, essayons de saisir un avenir prometteur. Merci, cher collègue. Monsieur Denis, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, chers collègues, lors de l'audition de votre prédécesseur, Madame la Ministre, j'avais eu l'occasion d'intervenir en commission pour m'inquiéter de ce que, en faisant un parallèle avec ce qui était arrivé pour l'énergie solaire, où la France possédait en matière de recherche, début des années 90, une avance considérable, celle-ci s'était étiolée au fil du temps, faute d'avoir une implication industrielle à la hauteur de ce qu'il y avait en matière de recherche. Et je partage l'intervention de notre collègue Fabien Gay, puisqu'il est important que dans cette ambition, que nous partageons, je pense sur tous les bancs, il y ait une traduction concrète qui puisse se mettre en œuvre. Nous avons là en plus l'opportunité, et a été évoqué Saint-Nazaire, d'autres sites, nous avons là une opportunité que nous ne devons pas manquer en la matière. Or, il est vrai que dans ce domaine où notre recherche française et européenne était particulièrement performante, progressivement, nous sommes en train de perdre du terrain en la matière, faute d'avoir une politique industrielle à la hauteur. Une perte de terrain qui est ô combien rattrapable, puisque nous avons en la matière des éléments forts, structurants en matière de recherche et un appareil industriel qui peut être adapté relativement facilement. D'où l'importance du fait que notre groupe, bien sûr, votera cet amendement présenté par le rapporteur avec, de façon pendante, la question du plan qui accompagne cela, de façon à ce que nous consolidons ce secteur essentiel pour l'avenir et, au passage, pour le climat. Merci, cher collègue. Monsieur Bourquin, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, on a le problème de General Electric en ce moment. Et lorsque les questions ont été abordées, souvent la direction de General Electric nous disait que les turbines à vapeur n'étaient plus dans l'air du temps et que maintenant il fallait aller vers des énergies renouvelables. Savez-vous que les turbines à vapeur que fabrique General Electric fonctionnent à l'hydrogène et sont à 0 émission de CO2? Et donc, la question d'une filière hydrogène propre est vraiment un impératif économique absolument urgent. Lorsque nous étions au Japon dans une mission économie, on a pu voir à quelle vitesse ces pays sont en train de se doter d'une véritable filière hydrogène. Encore faut-il qu'elle soit propre. La deuxième chose, faisons en sorte que dans des endroits, je prends un exemple, le Nord-Franche-Comté, où il y a General Electric, mais il y a aussi Forcia, qui vient de mettre en place un institut international de l'hydrogène avec des écosystèmes comme nous pourrions mettre en place avec les universités technologiques. Il y a là la possibilité de donner et de mettre en place une véritable filière et surtout des écosystèmes industriels. Madame la Ministre, on est dans l'urgence. Si on veut faire en sorte que ça ne soit pas de l'affichage, ce qui est donné dans cette loi, nous avons l'impératif devoir d'avancer très vite
et de faire en sorte qu'à chaque loi de finances, il y ait des investissements extrêmement lourds pour aboutir à cette filière hydrogène qui nous fait cruellement défaut. À côté de nous, des pays voisins vont très vite et très fort. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 469 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Les 3 autres amendements sont retirés. Donc, nous passons au 131. Madame Lamure. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'évolution du mix de production électrique et des usages de consommation nécessite le développement de solutions de flexibilité pour répondre aux tensions du système électrique. Le pilotage de la consommation de pointe par les effacements a des atouts importants et multiples pour la transition énergétique, économie d'énergie, sécurité d'approvisionnement. Or, malgré ces atouts majeurs, les effacements sont aujourd'hui très insuffisamment développés. Cet amendement vise donc à ajouter un objectif de politique énergétique ambitieux autour du pilotage de la consommation sur les 2 segments, industriels et résidentiels, de sorte à renforcer les sources de flexibilité dès à présent. Chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le projet de PPE en cours de révision ne contient pas de pourcentage chiffré relatif à la puissance commandable de la production électrique ou aux effacements industriels ou résidentiels d'ici 2030. Dès lors, il est préférable de ne pas les introduire tels dans le Code de l'énergie. En revanche, je vous propose d'adopter un amendement, le moment venu, donc c'est le numéro 470, qui reprend, et je dis à notre collègue Élisabeth Lamure, que le point qu'elle évoque est vraiment important, mais ce qu'on propose, c'est que cet objectif, en se fondant sur le projet de PPE, identifie le potentiel de capacité installée d'effacement à 6,5 gigawatts en 2028. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement, il sera satisfait avec ces précisions, c'est un retrait ou un avis défavorable. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, l'équilibre du système électrique peut être géré à l'aide de capacités pilotables aussi bien au niveau de la production que de la consommation. Moi, je suis favorable au développement des effacements de consommation, mais en se focalisant sur la seule demande. L'objectif proposé fait l'impasse sur les capacités de production pilotables que sont notamment le nucléaire, le gaz et une partie de l'hydroélectricité, qui représentent de fait beaucoup plus que les 8% de puissance totale installée dans le parc de production en 2030. Et donc, dès lors que vous visez surtout les effacements, en effet, vous pourrez examiner tout à l'heure un amendement du rapporteur, le 470, qui me semble répondre à votre préoccupation. Donc, je vous propose le retrait de cet amendement au bénéfice de l'amendement 470. Merci Madame la Ministre. Madame Lamure. Oui, Monsieur le Président, je vais le retirer au profit donc de la proposition du rapporteur qu'on va examiner, je pense, tout à l'heure. Et le 160, Monsieur Bourquin. Cet amendement, dans l'article 1er, traite du transport qui représente un tiers de la consommation finale d'énergie en France. Dans le cadre des objectifs de la politique nationale énergétique, il est essentiel d'apporter un soutien particulier au fret ferroviaire et fluvial afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'article 11 de la loi du 3 août 2009 sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixait comme objectif 25% pour la part modale du fret non routier et non aérien en 2022. En 2017, le transport ferroviaire et fluvial de marchandises ne représente que 11,5%, bien loin de l'objectif initial de 25% fixé par la loi. Nous proposons dans cet amendement de fixer comme objectif 40% en 2050. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'article 51 du projet de loi d'orientation des mobilités, Madame la Ministre, actuellement en discussion, qui prévoit d'améliorer l'efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l'impact environnemental des transports de marchandises. On propose donc de compléter l'article L104 du Code de l'énergie et de fixer dans la loi l'objectif ambitieux
de soutien au fret ferroviaire et fluvial. Permettez-moi, Madame la Ministre, dans le temps qui me reste, de voir le cœur gros, ce train vide de Rungis, qui vient tous les jours, qui vient régulièrement à vide. Vous êtes ministre des Transports. Maintenant, vous êtes ministre de l'Environnement. Vous avez le devoir, Madame le ministre, vous avez le devoir de faire en sorte que ce train refonctionne normalement, emporte les primeurs, les marchandises à Rungis, et qu'il n'y ait pas ces 25 000 camions supplémentaires qui viennent gêner les autoroutes et les routes. C'est une occasion que nous avons aujourd'hui d'en parler. Parce que c'est la chance d'avoir un ministre. Il faut conclure, chers collègues. D'avoir un ministre qui est à la fois ministre des Transports. C'est un devoir pour la France de faire en sorte que ce train fonctionne de nouveau. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'amendement proposé introduit dans le Code de l'énergie un objectif qui relève, il faut le reconnaître, davantage de la politique du transport. Par ailleurs, on notera que l'article 51 du projet de loi d'orientation des mobilités en cours d'examen prévoit la définition d'une stratégie pour le développement du fret ferroviaire, mais je pense que Madame la Ministre sera plus complète que moi. Enfin, les aspects énergétiques du transport pourront être abordés dans le cadre du volet de la PPE portant sur la réduction de la consommation énergétique, ainsi que des objectifs relatifs aux carburants de la loi quinquennale, telle que l'a prévu la Commission. Donc c'est un avis défavorable, puisque nous l'évoquerons plus tard. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je partage bien évidemment l'objectif de favoriser le report modal, notamment pour le transport de marchandises. Et comme l'a évoqué Monsieur le rapporteur, vous savez que l'un des 5 programmes prioritaires de la programmation des infrastructures qui fait partie de la loi d'orientation des mobilités, c'est précisément d'investir 2,3 milliards d'euros dans les 10 prochaines années pour développer les modes alternatifs à la route que sont le ferroviaire et le fluvial. Je pense par contre, vous voyez, que de se donner des objectifs sans donner des leviers d'action, je pense qu'on l'a fait pendant trop longtemps. Vous voyez, vous rappeliez les objectifs qui avaient été fixés dans les lois Grenelle. Moi, je pourrais aussi vous parler d'une époque où on voulait doubler le trafic de fret ferroviaire qui était à l'époque de 50 milliards de tonnes-kilomètres. Voilà. Et ben, je crois qu'aujourd'hui, retroussons-nous les manches, faisons ces projets d'investissement, investissons ces 2,3 milliards d'euros pour permettre le développement du transport ferroviaire et fluvial. Et c'est comme ça que nous répondrons à cet objectif sur un enjeu très important, compte tenu effectivement de la place du poids des transports dans nos émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais répondre sur le Perpignan-Rungis. Moi, je peux vous assurer que je ne me satisfais pas de cette situation et que je regrette d'avoir été mis devant le fait accompli, parce que peut-être que tout le monde était au courant de l'état des wagons, mais vous voyez, la ministre des Transports n'avait pas été alertée sur l'état de ces wagons. Donc moi, je ne me résous pas, je le dis, je l'ai dit et je le redis, je ne me résous pas à ce que les marchandises passent sur la route. Alors vous nous reprochez de faire rouler un train vite. Qu'est-ce que vous nous auriez dit si ce train s'était arrêté? Donc la SNCF a accepté, la SNCF s'est engagée à pouvoir faire rouler ce train qui est à la disposition des chargeurs, qui peuvent donc utiliser le service tel qu'il existait jusqu'à présent. Une réunion se tient aujourd'hui même à Perpignan avec tous les acteurs, avec y compris le cluster logistique d'Occitanie, et je remercie la région Occitanie pour son engagement également dans ce dossier. Je pense que la bonne façon d'avancer, c'est effectivement que tout le monde se mette autour de la table et que des clients viennent utiliser ce train. Mais vous comprendrez que, en tant que ministre, il n'est pas dans mes prérogatives ou dans mes pouvoirs de pouvoir amener des marchandises dans ce train. Mais je compte bien que la réunion qui se tient cet après-midi à Perpignan réponde à cet objectif. Merci Madame la Ministre. Madame Cukierman pour explication de vote.
Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'entends les arguments que vous nous donnez, et puis ça me permet de revenir, y compris sur l'amendement que j'ai défendu hier soir, puisque l'on sent bien quand même que, malgré les arguments qui d'ailleurs ont été donnés par la ministre hier soir, qui nous expliquait que finalement la question du transport ferroviaire et fluvial n'avait pas lieu d'être au sein de ce projet de loi, a au contraire toute sa place, et que la question de l'énergie et du climat est bien évidemment liée, conditionnée, j'ai envie de dire, à la façon dont nous allons organiser demain le transport et plus particulièrement celui du transport de marchandises. Mais Madame la Ministre, quand même, on ne peut pas, je crois, rester silencieux après les propos que vous venez de tenir. D'abord parce que je crois qu'il faut éviter toute caricature. Moi, je n'ai jamais défendu un service public ou un service inefficace. Donc quand vous nous dites, si on avait supprimé un train qui roule à vide, qu'est-ce que vous auriez dit? Mais la question n'est pas là, Madame la Ministre. Moi, je ne défends pas des services qui fonctionnent pour le plaisir de fonctionner. Moi, je me bats pour qu'il y ait effectivement des services qui répondent aux besoins des populations sur leur territoire, aux besoins des entreprises, aux besoins du développement économique de notre pays. Et la responsabilité des pouvoirs publics, que sont le gouvernement, l'État, que sont effectivement, vous l'avez rappelé, les collectivités territoriales et en tout premier lieu sur ce dossier-là, les conseils régionaux, d'agir et de se mettre ensemble. Mais on ne peut pas accepter, comme vous le faites simplement, de dire oui, on est pour qu'il y ait du fret ferroviaire, du fret fluvial dans notre pays et attendre que demain, peut-être, des entrepreneurs se déclarent volontaires pour faire transporter les marchandises par ces modes-là. D'abord, nous ne pouvons pas attendre parce qu'il y a une urgence environnementale. Deuxièmement, nous ne pouvons pas attendre parce qu'il y a une urgence en termes de santé. Et troisièmement, parce qu'il y a y compris des urgences parfois en termes de temps et d'organisation logistique et où nous le savons, et y compris à l'aune de ce qui peut se passer dans un certain nombre de pays, quand le fret ferroviaire, le fret fluvial est organisé, la logistique est améliorée et donc la performance est ainsi également améliorée. Donc oui, il y a une urgence. Et vous ne pouvez pas ne rien faire. Parce que moi, mais comme un certain nombre de mes collègues d'ailleurs, je ne suis pas dogmatique et donc je ne me suis jamais opposée par principe aux aides aux entreprises. Et nous parlons toujours de la conditionnalité. Et il y a aujourd'hui un certain nombre d'aides publiques qui sont données aux entreprises. Et bien justement, ces aides-là, conditionnons-les pour que les entreprises réorganisent leur logistique, réorganisent leur transport et incitons-les à utiliser le fret ferroviaire et fluvial. Et vous verrez, on aura du répondant demain. Merci, chers collègues. Monsieur Savoldelli pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, d'avoir au moins tenter de répondre, je veux dire, à cette question. Là, premièrement, donc, mon rappel au règlement n'était pas hors sujet, puisque là, on est sur quelle est la part qu'on va donner au fluvial et au fret pour le transport des marchandises à un horizon lointain. Donc, on n'était pas hors sujet tout à l'heure. Moi, je vous avoue que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je ne doute pas de votre sincérité quand vous dites on va mettre 2,3 milliards. On peut avoir des estimations différentes ici sur les bancs de notre hémicycle. On ne peut pas dire on va mettre 2,3 milliards pour augmenter la part du fret et du fluvial pour le transport des marchandises à l'horizon 2050. Et là, on a une ligne de transport qui est efficiente. Aucun reproche de la part des partenaires économiques du mine de Rungis, que je connais bien. Donc le service est fiable, il marche, 6 jours sur 7. Il achemine 400 000 tonnes. On a un coût qui a été fait par Fret SNCF, que vous connaissez, Madame la Ministre, qui est entre 25 et 30 millions de rénovations à faire. Et à partir de là, oui, mais vous dites toujours non, mais non, oui, non. Alors, faut contester la SNCF, vous contestez Pépi, vous contestez tout le monde. Au final, on a un train fantôme. C'est 25 à 30 millions. Mais évidemment, pour que Fret SNCF investisse cet argent, il faut qu'il ait un contrat. Il faut qu'il ait une pérennité de service. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas de solution. Vous donnez à Fret SNCF le monopole de la ligne Perpignan-Rungis, ils engagent 25 à 30 millions d'euros. Ah oui, mais voilà. Donc, et là, on n'aura pas un train fantôme. Et puis nous répondre, franchement, j'aime pas trop ça. Mais s'il y avait un train qui roulait... non, mais franchement, le train, il sera arrêté. Vous croyez que... Non, mais on n'est pas à Disneyland, là-haut. On ne regarde pas les trains fantômes passer à vide. Vous avez les agents SNCF, vous avez les locomotives, vous avez les rails, vous avez tout. Donc, il faut faire un petit peu attention aussi aux éléments de langage qu'on vous fournit. Voilà. Donc, la possibilité là, décider du monopole de la ligne Perpignan-Rungis,
Donnez cette responsabilité à Fret SNCF. Ils vont engager 25 à 30 millions sur une durée de 30 ans et on n'aura pas 250 camions par jour et près de 20 000 par an. Voilà, les intentions c'est bien, mais les actes c'est mieux, Madame la Ministre. Chers collègues, Monsieur Bourquin pour explication de vote. Oui, quelques minutes simplement pour dire que c'était dit train fantôme, mais ça fait drôle, vous savez, quand vous avez un train complètement vide qui circule 6 jours sur 7. Hein. Ça fait vraiment drôle. Alors, vous avez remarqué que la SNCF devait prendre ses responsabilités. Pourquoi ce train circule tous les jours, 6 jours sur 7? Uniquement parce que la SNCF ne veut pas porter la responsabilité de l'arrêt. Uniquement pour cela. Mais en même temps, le groupe Prime Vert qui nous dit que depuis longtemps, la SNCF disait que le train s'arrêterait le 12 juillet. Et au plus tard, le 31 décembre, parce que les wagons sont vétustes. En général, quand il y a des wagons vétustes, quand il y a un service qui fonctionne comme ça, on prévoit plusieurs années avant la réparation et voire même le changement de ces wagons. Madame la ministre, ce que je voudrais vous dire, tout à l'heure, vous avez avancé des choses en disant vous héritez d'une situation. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour prendre le dossier à bras-le-corps, de dire à la SNCF je veux qu'il roule ce train, et je veux absolument, parce que vous êtes ministre, et vous devez dire à la SNCF voilà la politique du gouvernement, ce train doit fonctionner, et s'il fonctionne, eh bien, on évitera que des milliers de camions soient sur les routes. Merci, cher collègue. Monsieur Jacquin pour explication de vote. Merci, Président. Madame la Ministre, je veux aussi soutenir cet amendement dont je suis co-signataire. Vous venez de nous dire que ce genre d'amendement qui pose une intention, c'est sympathique, mais ça ne suffit pas, que vous préférez les actes. Mais les actes, où sont-ils? Il faut le constater, qu'on ait un taux de transport de marchandises dans notre pays par voie d'eau et ferroviaire de près de 11%, ce qui est un des plus faibles scores européens, malheureusement. Nos amis et voisins suisses ont un des taux les plus élevés, donc un pays moderne peut arriver à mettre des marchandises autrement que sur la route. Et les classements internationaux en matière de logistique classent notre pays d'une manière tout à fait peu favorable. Je viens constater, Madame la Ministre, vous qui dites préférer les actes, que dans votre ancienne fonction, dans la loi sur les mobilités, la question des marchandises a été trop peu traitée, puisque ça n'était pas son objet principal, c'était les mobilités du quotidien. Et dans cette loi, on n'a pas eu de propositions de modèles économiques nouveaux qui permettraient d'envisager un véritable report modal, tant sur la voie d'eau que sur le ferroviaire. Et puis, sur le texte précédent, qui a concerné le ferroviaire, le nouveau pacte ferroviaire, eh bien, je tiens à le rappeler qu'on n'a pas pu avoir de véritables discussions sur le fret ferroviaire. On s'intéressait au transport de voyageurs. Et je rappelle même que c'est pendant la navette entre l'examen au Sénat et à l'Assemblée qu'a été annoncée la filialisation de Fret SNCF, qui ressemble presque à un abandon. Et la démonstration que vient de faire mon collègue Martial Bourquin autour de la ligne Rungis-Perpignan résonne aussi comme un aveu d'une non-politique du transport de marchandises par le train, pourtant vertueux. Merci, cher collègue. Monsieur Gay pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bon, on continue ce débat, puisqu'on l'a eu lors du nouveau pacte ferroviaire. On nous avait dit que ce n'est pas le sujet. On a eu le débat pendant la loi LOM, ce n'était pas le sujet. Puis là, on a une loi sur climat-énergie, climat, mais ce n'est pas le sujet, la question des transports. Bon. On a un chiffre que, je crois, on s'était mis d'accord la dernière fois, Madame la Ministre, si je ne vous dérange pas. Je crois qu'on s'était mis d'accord qu'on a un défi d'humanité devant nous. C'est que le transport des marchandises va tripler dans les 20 prochaines années. Et je crois que vous m'aviez dit
Vous avez raison. Donc, ça va tripler. Et aujourd'hui, notre collègue vient de le rappeler, je mets que le fret ferroviaire, c'est 10% qui est transporté par le fret ferroviaire. Donc, si nous n'agissons pas, ça va s'accentuer. On va avoir des problèmes. Donc moi, je ne conteste pas le chiffre de 2,3 milliards que vous allez investir. Mais nous disons qu'il n'est pas suffisant. Pour plusieurs raisons. Bon, je ne reviens pas sur le Perpignan-Rungis, mais par exemple, je crois qu'on a une bonne trentaine de gares de triage en France. Certaines sont très mal en point et sont menacées de fermeture parce qu'il faut des investissements lourds. Si demain les gares de triage viennent à fermer, il n'y a plus de fret. Après, nous avons une deuxième question, c'est que nous sommes en train de signer, vous signez dès demain, des accords de libre-échange, le CETA, le Mercosur, il y en a 13 sur la table. Tout ça va faire de la marchandise en plus, notamment sur nos ports et dans nos aéroports. Nous avons une question, c'est que par exemple nos ports ne sont pas connectés au fret ferroviaire. Donc c'est x3 de camions qui va partir de nos ports. Vous voyez, c'est ces défis d'humanité qui là sont devant nous et qu'il faut traiter en profondeur. Et là, nous n'avons pas de réponse. Parce que 2,3 milliards, ça c'est, je dirais, le plan d'urgence pour que ceux qui aujourd'hui est en difficulté soient à peu près assurés. Mais c'est beaucoup plus que ça qu'il faut si nous voulons passer à 20%. Et dernière chose, Madame la Ministre, là nous avions eu le débat, c'est quelle maîtrise? Est-ce que c'est tout confié au privé ou une maîtrise publique? Et depuis que nous avons ouvert à la concurrence, avant il y avait 16% et aujourd'hui c'est 10%. Donc le privé en plus ne répond pas à ce défi d'avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'amendement 160 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 470, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement propose d'ajouter parmi les objectifs de la politique énergétique un objectif général de pilotage de la production associé à un objectif quantitatif de développement des effacements conforme à la cible envisagée dans la future PPE. Et je vais dire à notre collègue Élisabeth Lamure, j'avais pris l'engagement effectivement que son amendement serait satisfait. Il apporte complètement réponse à ce qu'elle nous avait proposé. Merci. Merci, Madame la Ministre. Avis favorable. Donc je mets aux voix l'amendement 470 de la Commission. Pardon, Monsieur Silo, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. J'ai eu l'honneur de commettre un rapport sur le sujet de la pointe électrique il y a une dizaine d'années. Je crois d'ailleurs qu'il reste quelques exemplaires distribuables. Et c'est apparemment un sujet simple, la pointe électrique. À vrai dire, en y travaillant vraiment au fond, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué et je dois dire qu'il existe des dispositifs, des entreprises ont été créées précisément pour gérer cette pointe électrique, de faire arrêter, mais ça existe depuis longtemps, certaines industries complètement, d'autres partiellement, voire certaines machines dans certaines usines seulement, mais il existe des dispositifs qui ne sont pas pour l'industriel rentables. Donc j'appelle l'attention, si vous me le permettez, de Madame la Ministre, sur le fait qu'il faut discuter avec les industriels pour voir quel est le niveau, parce qu'il faut les payer quand ils arrêtent une machine, bien entendu, le niveau raisonnable pour qu'ils arrêtent vraiment la machine. Et puis, je voudrais dire également qu'il y a la pointe, mais il y a l'extrême pointe. Parce que la pointe électrique coûte très cher à produire. Et souvent, pour avoir de l'électricité en période de pointe et d'extrême pointe, soit il faut le démarrer des centrales à charbon, soit il faut importer de l'électricité d'Allemagne, bien entendu. Et on sait avec quoi l'Allemagne produit de l'électricité, du lignite en particulier. Par conséquent, il faut se pencher sur la question. Et on ne parle jamais du compteur Linky. Un des objectifs du compteur Linky, c'était bien de permettre ultérieurement de faire de l'effacement volontaire, bien entendu, chez les particuliers. Arrêter un radiateur électrique une demi-heure, ça ne s'aperçoit pas dans un logement, et pourtant, à l'extrême pointe, c'est important, le compteur Linky le permet. Arrêter le frigidaire un quart d'heure ou 20 minutes, ça ne se voit pas, et pourtant, le compteur Linky le permet. On n'a pas assez développé, Madame la Ministre, cet aspect de la question du compteur Linky. Il ne faut jamais oublier que la consommation d'électricité, elle est singulièrement tertiaire et habitation. Et par conséquent, il y a un gisement considérable d'économie d'énergie en pointe qui coûte extrêmement cher. Cet amendement est excellent, naturellement je le voterai.
Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 470 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Deux amendements en discussion commune. Le 88, Monsieur Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit de remédier à une lacune dans les scénarios, qui est que nous n'avons pas prévu le cas où, après 40 ans, un certain nombre de centrales nucléaires devraient s'arrêter. Il arrive que les soudures soient moins bien faites que prévu. Nous avons des centrales qui sont toutes sur les mêmes modèles, donc on ne peut pas exclure que nos centrales, je le rappelle, prévues pour durer 40 ans, ne puissent pas être prolongées si facilement. Et comme la PPE est un exercice par définition prospectif, il nous semble quand même tout à fait essentiel de prévoir dans cette PPE le cas où nous serions obligés, parce qu'il ne serait pas raisonnable d'un point de vue économique ou de sûreté de les prolonger, que plus de centrales ferment, ou en tout cas que des centrales ferment plus tôt que ce qui est prévu actuellement dans la PPE. Donc c'est le sens de cet amendement. Je rappelle que devant les membres de l'OPEX, notre collègue Sido devait y être, le président de l'autorité de sûreté nucléaire déclarait que cette prolongation, au-delà des 40 ans, n'est pas encore acquise, ce sont ses propos, du fait du niveau des exigences de sûreté pour acter donc la décision de prolongation du fonctionnement des centrales nucléaires les plus anciennes. Donc je crois qu'il est important qu'on ait dans les PPE le scénario alternatif qui nous dise on fait comment si on doit fermer plus vite 2, 3, 4, 5 tranches. Je vois que mon collègue Sido est d'accord avec moi. J'étais d'ailleurs d'accord avec son intervention précédente aussi. Et je pense qu'on a manqué d'ambition sur Linky, mais si on rouvre tous les dossiers aujourd'hui, on y est encore le mois prochain. Donc c'est le sens de cet amendement, surtout que dans les documents de PPE qui nous sont proposés, le cas inverse lui est prévu. C'est-à-dire les fermetures des 12-14 tranches sont toujours mises sous réserve 2. Eh ben, le cas inverse doit aussi être prévu dans le sens de cet amendement qui rééquilibre finalement les scénarios entre le plus et le moins. Merci, chers collègues. Le 40, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Donc c'est le même amendement. Il s'agit de prévoir en responsabilité et face à un principe qui s'impose à nous, qui est le principe de réalité. En effet, nos centrales sont vieillissantes. Elles vont, on a 32 réacteurs qui vont être amenés à subir leur 4e réexamen périodique parce qu'ils auront atteint leurs 40 ans. Cela va s'étaler de 2021 à 2031. On commence par Tricastin 1 et on finit en 2031 par Chinon. Donc ces réexamens périodiques qui vont se succéder, eh bien nous n'avons pas bien évidemment le résultat de ce que sera cet examen final. Je cite le rapport de l'ASN de 2018. L'ASN se prononcera en 2020 sur le programme d'EDF concernant l'ensemble des réacteurs de 900 MW, c'est-à-dire 32 sur 58. Ensuite, l'ASN encadrera la poursuite du fonctionnement de chaque réacteur par des prescriptions techniques pour réalisation de travaux. Je vous conseille en particulier la lecture du rapport de l'ASN et je vais vous donner lecture parce que je me suis penchée sur la centrale qui est la plus proche de chez moi, c'est-à-dire la centrale de Golfech. Donc c'est le rapport 2018 de l'ASN. Que ses performances, je cite concernant la centrale de Golfech, en matière de sûreté nucléaire sont en retrait par rapport à l'appréciation générale que l'ASN porte sur EDF. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, l'ASN constate que la qualité des opérations d'exploitation s'est détériorée par rapport aux années précédentes, ce qui se traduit par la déclaration de nombreux événements significatifs pour la sûreté, dont 4 classés au niveau 1 de l'échelle INES. Donc voilà, donc nous avons à être vigilants et effectivement à proposer dans la PPE eh bien, un scénario alternatif qui permet de prendre en compte éventuellement l'arrêt définitif d'un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Les amendements 88 et 40 ont le même objet puisqu'ils prévoient d'intégrer des scénarios alternatifs dans la PPE prenant en compte la sûreté nucléaire. Ces modifications ne sont pas utiles au regard du droit existant. En effet, le Code de l'énergie prévoit déjà l'obligation de fixer dans la PPE pour la seconde période de 5 ans qu'elle recouvre des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées. Le pouvoir réglementaire peut donc tout à fait moduler les objectifs contenus dans la PPE pour prendre en compte la sûreté nucléaire. Au demeurant, c'est déjà la pratique, puisque dans le cadre du projet de PPE,
le gouvernement se réserve la possibilité de demander la fermeture de réacteurs supplémentaires à EDF sous conditions assez strictes, notamment pour faire face à une décision éventuelle de l'ASN de suspendre le fonctionnement de plusieurs réacteurs pour une raison de sûreté. Donc j'entends bien le sujet et aujourd'hui c'est permis à l'intérieur. Enfin, l'ajout d'informations à la PPE sur la sûreté nucléaire alourdirait son contenu alors que la Commission a prévu qu'une feuille de route des opérations de démantèlement des installations nucléaires lui soit annexée. Donc c'est un avis défavorable sur les deux amendements. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Comme vous le savez, le projet de PPE définit une trajectoire crédible et réaliste de réduction de nos capacités nucléaires, avec notamment la fermeture de 14 réacteurs d'ici à 2035. Cette trajectoire prévoit des fermetures de réacteurs hors Fessenheim au plus tôt en 2025. La trajectoire permet donc à l'État d'être suffisamment manœuvrant pour tenir compte des premières décisions de l'autorité de sûreté nucléaire en matière de prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans et ainsi d'ajuster le nombre de réacteurs in fine arrêtés pour des raisons de politique énergétique. Donc il ne paraît pas utile de rajouter cette précision renvoyant à des scénarios alternatifs tels que proposés dans l'amendement. Je propose le retrait, sinon avis défavorable. Merci. Monsieur Sido, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis en grande partie d'accord avec ce que vous avez dit, chers collègues, Monsieur Dantec, mais pour être précis, certaines centrales nucléaires qui ont le même âge, certaines pourront probablement, pas certainement, être prolongées, pas d'autres. C'est assez curieux, mais c'est ainsi. Mais Madame la Ministre, vous connaissez le sujet pour avoir été directrice, vous connaissez très bien le sujet pour avoir été directrice de cabinet de Madame Ségolène Monroyal, et vous savez très bien que si l'on se fixe l'objectif de 50% d'électricité nucléaire, pas plus, d'ici un certain nombre d'années, moi j'ai commis un rapport, là encore, par l'entremise de l'office parlementaire, oui c'est le deuxième, j'en ai fait d'autres, avec les députés d'ailleurs Biraud et Bataille, donc c'était transparti, pour démontrer, là encore il doit y avoir quelques exemplaires disponibles à la distribution, qui démontrent que c'est un objectif, sinon impossible, extraordinairement difficile à atteindre, extraordinairement. D'autant plus qu'il arrive des sujets, des problèmes imprévus. Ainsi, nous avons tout à l'heure, toujours à l'office, une audition extraordinairement importante sur le scandale de Flamanville, dont le démarrage est repoussé de combien d'années, et normalement, Fessenheim, sa fermeture d'autant d'années également, puisque l'ouverture de l'une est conditionnée, la fermeture de l'une est conditionnée à l'ouverture de l'autre. Et cela était imprévisible. Et par conséquent, c'est bien de se fixer des objectifs, je suis entièrement d'accord, mais il faut être réaliste, parce que sinon, de deux choses l'une, soit il y aura des pénuries d'électricité en période de pointe, singulièrement, ou alors des importations massives d'électricité produites avec du lignite. On n'aurait rien gagné, puisque finalement le CO2 se balade tout autour du monde. Et par conséquent, j'appelle l'attention des uns et des autres à la plus grande vigilance et au plus grand réalisme sur cette question. Il ne s'agit pas de se faire plaisir en votant ceci ou cela dans la loi, mais d'être réaliste, parce que les Français nous attendent. Ils attendent de l'électricité. Il n'y a pas à discuter. Et par conséquent, il faut être très vigilante, Madame la Ministre. Merci, cher collègue. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Oui, les précisions apportées par notre rapporteur me semblaient extrêmement précises. Et donc, je vais retirer l'amendement, surtout que le combat à mener est à suivre, parce qu'effectivement, il va falloir se mobiliser contre l'amendement 226 du gouvernement, dans le sens de ce que vient de dire le rapporteur. Donc, il est retiré. Madame Préville. Pour les mêmes raisons, en faisant confiance à ce qui nous a été dit, je retire également. Merci. Donc, l'amendement 226 du gouvernement, Madame le ministre. Merci, Monsieur le Président. L'alinéa 22 vise à prévoir en annexe de la programmation pluriannuelle de l'énergie une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires. Si le succès du démantèlement de ces installations est essentiel, une telle feuille de route n'a pas vraiment sa place dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui doit rester un document de politique énergétique. Les éléments relatifs au démantèlement des installations nucléaires sont par ailleurs débattus dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, qui fait actuellement l'objet d'un débat public.
De plus, le choix des réacteurs à fermer est en premier lieu du ressort de l'exploitant des centrales nucléaires. Les intégrer dans une annexe de la PPE serait de nature à prolonger les discussions sur ce document et à introduire des retards préjudiciables pour la politique énergétique. Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l'article 32. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, dans un souci de rationalisation des outils de pilotage, la Commission a refondu les feuilles de route annexées à la PPE en les ciblant sur l'essentiel. La rénovation thermique qui découle d'une directive européenne du 30 mai 2018, le démantèlement des installations nucléaires sur proposition de la rapporteure pour avis de la Commission du développement durable, l'association des citoyens et des collectivités à la production d'énergie renouvelable sur proposition de Mme Fréville et de plusieurs de ses collègues. Il est regrettable, d'ailleurs, Madame la Ministre, que le gouvernement envisage de revenir sur ces deux derniers documents qui concourent à renforcer l'information du grand public sur des sujets essentiels. C'est un avis défavorable. Merci. Madame Bory. Oui, Madame la Ministre, la PPE a vocation à fixer énergie par énergie les grandes orientations de la politique énergétique française. Mais pour ce faire, elle précise aussi les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Comment pouvez-vous fixer la baisse à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique en 2035, donc engager la fermeture de 14 réacteurs sans préciser les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Par ailleurs, vous soutenez le fait que le choix des réacteurs à fermer est en premier lieu du ressort de l'exploitant. Certes, le décret d'avril 2017 de la fermeture de la centrale de Fessenheim a été annulé en justice, mais ce choix était bien issu d'une décision politique. Donc, sans présager de vos décisions futures sur un nouvel EPR ou de la concrétisation du projet Astrid, le démantèlement de ces deux réacteurs, puis de futurs réacteurs dans les délais prévus, doit plus que jamais, à mon avis, s'inscrire dans cette feuille de route et engager le développement rapide de la filière du démantèlement. Je voudrais juste vous rappeler que cette filière manque cruellement de personnes dans le recrutement, puisque plus aucun jeune, plus aucun étudiant n'a évidemment envie de s'engager dans cette filière. Donc je crois qu'il est important au contraire de formaliser de manière forte aussi les moyens que vous comptez mettre en œuvre dans cette filière-là. Merci. Donc, Monsieur Dantec pour explication de vote. Oui, Madame la Ministre, tout en vous souhaitant aussi la bienvenue et probablement bon courage pour les prochains mois, je trouve que cet amendement du gouvernement est, permettez-moi de le dire, pédagogiquement désastreux. Le Sénat décide d'aller enfin sur des questions qui ont longtemps été tabous, de fermeture d'un certain nombre de centrales, des enjeux de démantèlement qui sont effectivement un angle mort de notre discussion, et comme l'a très bien dit Madame la rapporteure de la commission de l'aménagement du territoire, c'est quand même un élément nécessaire, y compris pour savoir quelles sont les centrales qu'il faut fermer en priorité. Donc il y a bien un pont entre le démantèlement et les choix de fermeture dans le cadre de la PPE. Donc le Sénat accepte de discuter de la réduction de la part du nucléaire de manière assumée, ce qui n'a pas toujours été le cas dans son histoire. Je suis un peu enflammé hier, vous n'étiez pas encore là, en parlant de moments historiques, et vous voulez supprimer cette avancée du Sénat, cette avancée collective du Sénat. Je trouve que ça n'est pas un bon signal de donner. Je pense que le Sénat, de manière assez unanime, va maintenir les amendements de la Commission des affaires économiques. Merci, Monsieur Sido, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Dantec a probablement raison en parlant de pédagogie. Effectivement, quand on arrête une centrale nucléaire, il faut prévoir son démantèlement. C'est évident. Mais enfin, puis-je rappeler quand même, ou rafraîchir la mémoire de ceux qui l'auraient oublié, que par exemple, deux centrales, je vais prendre le cas de deux centrales, Chaux 1, elle est vieille, elle est fermée depuis longtemps, n'est pas encore complètement démantelée. Mieux, Brennilis. Et vous savez pourquoi elle n'est pas complètement démantelée? Parce que les écologistes de l'époque ont trouvé une faille dans la procédure de démantèlement et ont réussi à arrêter le démantèlement. Les écologistes. Alors, c'est une question extraordinairement difficile, d'une part, et onéreuse d'autre part. Et par conséquent, je pense que prévoir un programme de démantèlement avec des temps impartis et un calendrier prévu est dépasse un petit peu les possibilités actuelles, tant techniques, tant financières que politiques. Merci, chers collègues. Madame la Ministre.
Merci, Monsieur le Président. Il s'agit bien sûr d'un sujet important. Moi, je relevais que ce sujet est abordé dans le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Toute la question, et ça renvoie un peu à l'examen des amendements qu'on va voir dans quelques minutes, c'est combien de feuilles de route veut-on rajouter dans la programmation pluriannuelle de l'énergie? Celle-ci pourrait recevoir un avis favorable et donc le retrait de l'amendement du gouvernement, mais ne remettons pas dans ce cas-là des feuilles de route et des annexes à la PPE sur les sujets qui sont d'ores et déjà traités ailleurs. Donc c'était le sens de l'amendement du gouvernement. Merci Madame Préville pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors moi j'interviens pour l'alinéa 33 puisque c'était un amendement qui était un de mes amendements. Je rappelle qu'il s'agit d'introduire une annexe sur la stratégie pour le développement des projets de production d'énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements. Il s'agit de faire en sorte que ces sujets, les citoyens, les collectivités territoriales puissent se les approprier. Ça me semble vertueux et essentiel à notre époque. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 226 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 174, Monsieur Jacquin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais saluer l'intervention des rapporteurs quant au travail qui a été fait sur la réorganisation des feuilles de route qui nous sont venues de l'Assemblée. Et je pense que ces feuilles de route ont tout à fait un sens et nous allons proposer plusieurs additifs de cette sorte. Et cet amendement a pour but d'intégrer en annexe de chaque programmation pluriannuelle de l'énergie une feuille de route de réduction de la consommation énergétique du transport aérien et du transport maritime. Bien que le transport aérien ne représente que moins de 2% des gaz à effet de serre par passager transporté, c'est très élevé par rapport à d'autres modes de transport. Et à l'horizon 2050, on nous annonce un doublement des passagers transportés. Donc un suivi attentif semble intéressant. D'autant que la France est en pointe dans l'innovation technologique et industrielle dans le secteur aéronautique. Il apparaît nécessaire d'accompagner le verdissement de ce secteur. Concernant le transport maritime, qui est le deuxième point évoqué dans cet amendement, lors de leur stationnement en port, les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques, dont le soufre, l'oxyde d'azote et les particules fines. La réglementation internationale en vigueur, bien qu'elle exige l'utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation, reste très peu efficace en la matière. Le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures. C'est un ratio de 0,1% contre 0,001%. Et le carburant qui sera utilisé massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Donc, une feuille de route qui permettrait de suivre l'évolution de la consommation énergétique de ces deux domaines semble tout à fait pertinente et intéressante. Chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement pose trois difficultés. D'abord, il multiplierait les annexes jointes, on revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Madame la Ministre, à la PPE, alors que toute la tâche de la Commission a consisté à les simplifier. En outre, le document n'est pas utile puisque la Commission a déjà prévu qu'un volet existant de la PPE identifie les usages pour lesquels la réduction de la consommation énergétique sont une priorité. Les transports aériens, maritimes pourront être intégrés à cette identification. Enfin et surtout, le transport aérien et maritime n'étant pas clairement limité dans l'amendement aux sociétés ayant leur siège social en France ou assurant des liaisons à destination ou au départ de la France, le dispositif pourrait conduire à évaluer la consommation énergétique de sociétés étrangères. Donc c'est un avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ça sera le même avis. Quelques éléments en complément de ce que vient de dire Monsieur le rapporteur.
La PPE, comme vous le savez, comprend déjà un volet transport avec la stratégie de développement de la mobilité propre qui inclut tous les modes de transport. Par ailleurs, effectivement, le transport aérien et maritime domestique sont bien inclus dans les émissions territoriales de la France, mais ça n'est pas le cas du transport international. Au regard de la croissance actuelle et attendue du secteur, le gouvernement a été favorable à la définition de budget carbone additionnel pour les transports aériens et maritimes internationaux, afin qu'ils soient bien inclus dans nos stratégies. Et je souligne également que la loi mobilité prévoit la remise par le gouvernement d'un rapport sur la décarbonation des transports aériens et maritimes. Et vous savez que ce sont des objectifs que nous portons dans toutes les instances internationales au niveau européen et que nous soutenons également la recherche et le développement pour atteindre ces objectifs de décarbonation, notamment du transport aérien. Donc pour toutes ces raisons, et en complément de ce qu'a dit Monsieur le rapporteur, avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur Jacquin. Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, dans la LOM, on a proposé qu'il y ait un rapport qui suive cette question-là particulièrement. On est ici dans la PPE et cet amendement vise à inscrire dans les PPE successives un suivi de cette question du verdissement des transports aériens et maritimes. C'est le sens de cet amendement. Je pense qu'il a tout à fait cette pertinence. Quant aux considérations qu'il y a trop de feuilles de route, ce n'est pas la question. La question qui intéresse nos concitoyens, c'est bien comment rendre ces modes de transport maritimes et aériens plus vertueux. Donc je maintiens cet amendement qui me semble tout à fait bien placé au vu des enjeux qui apparaissent aujourd'hui en termes de production de gaz à effet de serre, de la sensibilisation du grand public sur ces questions. Je note que la question du transport maritime apparaît seulement comme un domaine important et significatif en termes de création de gaz à effet de serre. Et il faut donc suivre dans la durée et pas seulement dans un seul rapport cette question. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Husson, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Juste quelques mots. Moi, je ne voterai pas cet amendement, mais je veux redire que le sujet est important. Il est d'autant plus important, alors on a ce qui concerne, je dirais, le trafic qui est de notre responsabilité, donc sur le domaine intérieur, sur le domaine extérieur. Je veux simplement peut-être resituer l'enjeu. Aujourd'hui, en termes simplement de pollution atmosphérique, je ne parle même pas de lutte contre le réchauffement climatique, la pollution maritime à l'échelle de la planète est équivalente à la pollution routière et du trafic automobile. Donc je crois qu'il faut, alors j'entends, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le rapport, il y a 12 feuilles de route. Mais finalement, à aucun moment, on ne prend le problème, je dirais, on ne l'affronte comme il faut le prendre. Alors réunissez un moment, faites un état zéro, ce sera plus facile, faites-le avec l'ensemble des partenaires concernés, évidemment du monde économique, industriel, et puis avec les partenaires de l'État et des collectivités. C'est important, c'est autant d'éléments qui enrichiront le débat public et qui nous conduiront collectivement à être plus raisonnables, plus responsables et à peut-être arriver plus facilement à mobiliser des fonds aux côtés de nos concitoyens qui rappellent régulièrement, parfois peut-être maladroitement, mais l'urgence à agir contre le réchauffement climatique. Et je le redis, moi, c'est surtout et d'abord la pollution de l'air. Merci, chers collègues. Monsieur Burquin, pour explication de vote. Je pense que l'amendement d'Olivier Jacquin est tout à fait justifié. Est-ce que vous avez vu ces informations qui sont passées concernant ces nouveaux paquebots qui arrivent dans des ports et qui polluent plus de dizaines de milliers de voitures? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et imaginez-vous qu'on vote un peu tout ici, puis qu'on fasse comme si ça ne se passait pas. Qu'il y en a de plus en plus, qui polluent de plus en plus dans certains endroits. Vous avez vu ce reportage l'autre fois sur une chaîne nationale qui disait que des personnes allaient partir du port alors qu'ils y habitaient depuis des dizaines d'années parce que ça devenait insupportable. Alors, techniquement, il y a certainement des solutions. En attendant qu'ils ne viennent pas directement dans les ports, on ne peut pas faire mourir comme ça les gens. Il y a 48 000 décès par an de pollution. Et donc,
inévitablement, il faut s'attaquer au problème. Alors vous savez, on peut à chaque fois dire, oui, c'est vrai, on ne va pas voter l'amendement qui est proposé, mais il faudra bien s'y attaquer. Non, il faut s'y attaquer maintenant. Il faut s'y attaquer maintenant. Plusieurs villes d'Europe ont commencé, interdisent ces immenses paquebots de venir dans certains ports en attendant qu'ils soient équipés. Parce que le gros problème, c'est que les moteurs au fioul lourd, même des fioul qui sont impensables, fonctionnent jour et nuit pendant que le paquebot est arrêté. Et pour la population autour et pour la ville, ça fait une pollution de l'air épouvantable. Écoutez, sur des questions comme celle-là, il faut légiférer. Légiférer en droit, on ne peut pas venir dans un port et faire n'importe quoi, et faire tourner tout cela, et polluer de cette façon la population. La deuxième chose, trouvons des solutions techniques. Mon collègue Husson disant mettons-nous autour de la table, trouvons des solutions techniques. En attendant, ils ne peuvent pas venir dans le port polluer comme ça un peu la population, tout simplement. J'ai vu, c'était assez impressionnant, Madame la Ministre. Il polluait autant que de dizaines de milliers de voitures, y compris diesel. Merci, cher collègue. Monsieur Sido, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Chacun a entendu ou vu à la télévision ou à la radio les problèmes à Marseille en particulier. Moi, je suis entièrement d'accord, au fond, sur le fond de l'amendement de Monsieur Jacquin, sur le transport maritime. Sur le transport aérien, c'est une autre question. Mais je parle bien des bateaux qui sont à quai, bien entendu. On devrait obliger les bateaux qui sont à quai à prendre leur électricité sur le quai. Naturellement, si la France le fait seule, les bateaux ne viendront plus dans nos ports. Par conséquent, sans qu'il y ait une injonction aucune au gouvernement, ça pourrait être une politique européenne, Madame la Ministre, que de demander à ce que dans les ports européens, il soit obligatoire pour les bateaux qui sont à quai de prendre l'électricité sur le quai. Ça me semble élémentaire parce qu'au fond, pourquoi est-ce que les moteurs continuent à tourner? Parce que c'est du fioul lourd et que le fioul lourd réclame à être réchauffé. Il est réchauffé avec quoi? Avec du fioul lourd qu'on fait brûler, tout simplement. Donc voilà, il y a un vrai problème qu'il faut régler au fond, et c'est un problème européen et non pas seulement français. Merci, cher collègue. Donc je mets aux voix l'amendement 174 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 161, Monsieur Bourquin. Là, au 160, c'est à l'alinéa 33, on propose qu'il y ait une programmation pluriannuelle de l'énergie comprenant en annexe une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique du transport terrestre, routier de marchandises, déclinant l'objectif de réduction de la consommation énergétique de ce secteur. En quelque sorte, on organise le basculement de la route vers le fer et on décline systématiquement l'objectif de réduction de CO2 et d'énergie. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je dois dire que je partage complètement le propos de Monsieur Sido. Je me suis abstenu de reprendre la parole, mais le sujet, vraiment, le vrai sujet que vous avez abordé nécessite, et je pense, Madame la Ministre, après le débat sénatorial que nous venons d'avoir, il y a vraiment une nécessité urgente d'avoir une politique européenne au niveau portuaire, parce qu'effectivement c'est un enjeu stratégique, et donc je ne vais pas rouvrir le débat, mais je voulais dire combien je partageais ce point de vue. Sur cet amendement, il n'est pas souhaitable, je redis ce que j'ai dit, de multiplier encore les feuilles de route, et d'autre part, sur des sujets énergétiques liés au transport terrestre, on va les étudier dans le volet sur la réduction de la consommation énergétique de la PPE. Donc c'est un avis défavorable. Et Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais vous dire que je suis évidemment très sensible aux enjeux de pollution. On a ces sujets, effectivement, d'émissions de gaz à effet de serre du transport aérien et maritime, mais s'agissant du transport maritime, on a des enjeux importants de réduction de la pollution autour des ports, sur lesquels je veux vous assurer que le gouvernement est pleinement mobilisé, à la fois avec notamment les nouvelles normes qui vont rentrer en vigueur au 1er janvier 2020 sur la baisse de la teneur en soufre. Et vous savez que notamment en Méditerranée, on plaide pour une zone à plus faible émission comme il en existe en Manche, mer du Nord. Mais ça passe aussi par des dispositions de branchement à quai des navires. Je pense que les citoyens, les
Français ne comprennent pas effectivement de voir des panaches de fumée pour les navires qui sont en attente dans les ports. Et pour revenir sur l'amendement 161, comme l'a dit monsieur le rapporteur, effectivement, c'est d'ores et déjà prévu d'avoir une stratégie pour le développement de la mobilité propre qui traite notamment du transport routier de marchandises. Donc retrait, sinon défavorable. Merci. Monsieur Bourquin, il est retiré ou pas? Non. Je propose de le retirer simplement pour mes collègues qui parlaient de politique européenne. La Norvège, ces jours-ci, vient d'interdire définitivement la déforestation. Il ne faut pas toujours attendre l'Europe. Il faut effectivement une politique européenne, mais il faut savoir aussi prendre nos responsabilités. Et de dire à quai, on ne peut pas faire tourner le fioul lourd comme ça, eh bien, si on prenait cette décision-là, et qu'il y aurait de l'électricité pour justement faire en sorte qu'on ne pollue pas les gens, eh bien, ça serait une décision que nous prendrions et ça donnerait beaucoup plus d'attractivité à nos ports et à notre tourisme. Merci, chers collègues. Donc, il est retiré. L'amendement 81, monsieur Adnot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement pourrait vous paraître anodin. Il ne l'est pas. Bien sûr, il s'agit de demander un rapport d'évaluation, mais ce n'est pas ça le véritable objet. Il s'agit de faire en sorte que le Sénat et le gouvernement réaffirment l'intérêt qu'il y a à faire de la cogénération de bois à haut rendement comme étant une des solutions les plus efficaces pour maîtriser les problématiques environnementales. L'entreprise qui est dans mon département sur ce sujet a fait des recherches avec l'Université de technologie, a mis au point des technologies exemplaires, va demain développer une autre entreprise à Lacanau et demain est susceptible, elle ou d'autres, de développer partout où il y a des massifs forestiers, de la mise en valeur de la forêt à travers la cogénération à haut rendement. Il s'agit donc que vous réaffirmiez ici, Madame la Ministre, et mes chers collègues sénateurs, l'intérêt de cette méthode. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le sujet qui vient d'être évoqué par notre collègue, nous l'avons débattu ce matin en commission des affaires économiques. Et c'est vrai, ça rejoint le propos de M. Bourquin, le sujet forestier pour la France, et je l'avais dit, Madame la Ministre, mais vous n'avez pas eu l'occasion de m'entendre, de dire qu'on a regretté qu'il n'y ait pas effectivement l'enjeu agricole et forestier suffisamment fort dans cette PPE, compte tenu de l'importance qu'il joue sur la captation des gaz, etc. Et d'autant plus, je rajoute, et j'associe dans mon propos Anne-Catherine Loisier et les collègues de la Commission des affaires économiques, on a un vrai sujet forestier aujourd'hui avec l'évolution climatique. Nous avons des dépérissements forestiers qui se passent dans toutes les régions françaises et on doit regarder ça et travailler dessus. Il y a un deuxième aspect, je voudrais rassurer nos collègues, la forêt française continue de croître en surface, mais ce n'est pas forcément de la forêt qui est très efficace en termes de captation. Je ne veux pas faire le débat, mais c'est un vrai sujet. Donc, et la proposition de notre collègue, qui est la création d'une annexe dédiée à la cogénération bois, complexifierait le contenu de la PPE. Par ailleurs, cet amendement est pour partie satisfait par la disposition introduite en commission. On l'a vu hier soir, notamment. D'une part, la valorisation de la biomasse à des fins énergétiques et la production simultanée de chaleur et d'électricité ont été inscrites parmi les objectifs de la politique énergétique. Et j'insiste bien sur le fait que les deux doivent être simultanés. Faire de la biomasse, si vous n'avez pas une valorisation de la chaleur, ça n'a pas de sens. Faire de la chaleur, si vous n'avez pas... Il faut effectivement avoir de très bons rendements, et on sait qu'aujourd'hui, on est capable de faire. D'autre part, les gisements d'énergie renouvelable valorisables devront faire l'objet d'une quantification par filière et par zone géographique dans le cadre d'un volet de la PPE. Le développement de la cogénération, bois pourra tout à fait s'inscrire dans ce nouveau cadre. Donc c'est un avis défavorable. J'aurais plutôt tenté de dire retrait, puisqu'il est en grande partie satisfait par notamment les amendements que nous avons votés hier soir. Merci, Madame la Ministre. Même avis. Même avis. Monsieur Adnot, il est maintenu. Jugement me paraît un peu court. Moi, je veux bien le retirer. Je sais que les rapports
Ce n'est pas toujours ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais si vous faisiez une affirmation sur l'intérêt qu'il y a à prendre en compte cette filière, parce que si j'ai fait cet amendement, c'est parce que je sais que par ailleurs, il y a dans votre ministère des gens qui pensent que ça n'est pas important. Donc si le rapporteur et vous-même pouviez dire très clairement que c'est une filière à laquelle vous attachez beaucoup d'importance et que vous allez soutenir dans le futur, je veux bien retirer mon amendement. Monsieur Sido, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, vous allez penser que je suis bavard, mais le sujet est important. Et après, je vais partir. Je voudrais dire que l'amendement de M. Adnot est intéressant, mais on peut faire beaucoup mieux avec le bois. C'est l'occasion pour moi, Madame la Ministre, de vous en parler. Le commissariat à l'énergie atomique a développé à Bure, vous voyez de ce que je veux dire, un système pour transformer le bois en carburant avec le procédé Fischer-Tropsch, que vous connaissez bien. Et par manque de budget, et parce que le pétrole n'est plus à 100 $ mais à 60, le CEA a arrêté de travailler là-dessus. Une partie du travail est fait. On sait maintenant transformer le bois en gaz. Et on est revenu au problème précédent, c'est-à-dire le gaz, on sait le transformer en kérosène, par exemple. Et donc, le CEA a arrêté parce qu'il manque de financement. Je trouve que c'est dommage qu'un organisme d'État ne prépare pas l'avenir, même s'il est un peu lointain. Parce qu'un jour, le pétrole reviendra à 120 $. Et à ce jour-là, il sera intéressant de transformer le bois en kérosène ou autre carburant. Et ce que je voulais dire à M. Adnot, c'est que effectivement, le bois, on peut toujours le transformer, on peut le faire brûler d'une façon très moderne et que ça marche très bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Le bois peut être transformé en carburant qui servirait, et les constructeurs de réacteurs d'avion sont très intéressés parce que ce carburant issu du bois est très pur et serait très bon pour les réacteurs. Et par conséquent, Madame la Ministre, je ne peux que vous inciter à favoriser le CEA pour qu'il puisse poursuivre ses études. Merci. Merci Madame Loisier pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec le bois et c'est bien sa richesse et les vertus de ce matériau. Et aujourd'hui, grâce à la recherche, au développement et à l'innovation, nous trouvons encore, et nous n'avons pas fini de trouver d'autres usages précieux pour l'avenir en matière de matériaux renouvelables. Mais je pense que mon collègue a raison. Moi, j'aimerais beaucoup, Madame la Ministre, que vous vous prononciez sur ces multi-usages du bois, parce qu'il ne faudrait pas effectivement qu'on ferme systématiquement la porte à la cogénération. Dans un certain nombre de cas, après transformation, nous avons des unités qui se retrouvent avec des déchets connexes de bois pour lesquels il peut être tout à fait judicieux de faire de la cogénération pour alimenter là les séchoirs, là les besoins en électricité de l'unité. Donc je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à cette utilisation, toujours et encore dans le respect de la hiérarchie des usages. Nous plantons des arbres d'abord pour faire du bois d'œuvre et ensuite pour faire un tas d'autres choses avec les déchets ou les atouts connexes. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Gay, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je partage l'intervention de notre collègue Loisier sur la filière bois et sur ses multiples usages. Il y en a notamment un sur la question du climat. Vous avez vu, Madame la Ministre, certainement ce rapport qui a été rendu par quelques scientifiques il y a quelques jours, je crois le 5 juillet, qui disait que pour absorber 2/3 des gigatonnes de carbone émis par les humains, il faudrait replanter 1200 milliards d'arbres. Donc ça, c'est une question là aussi d'avenir, mais qui disait que ça couvrirait une grande partie de l'Europe, par exemple. Mais tant que nous parlons de la filière bois, il me paraît difficile de ne pas évoquer, nous avons un territoire qui s'appelle la Guyane, qui est en plein milieu du poumon de l'humanité et qui est aujourd'hui menacé par la déforestation massive, vous le savez, pas que du côté de M. Bolsonaro et brésilien, mais aussi du côté français. Par exemple, 360 000 hectares de forêt. 360 000 hectares de forêt sont aujourd'hui menacés, par la question de l'orpaillage illégal, là il y a un véritable fléau sur lequel il nous faut lutter, mais aussi sur des projets de mines industrielles. Et donc là aussi, comme nous sommes dans ce
article encore premier et que nous voulons la question de la neutralité carbone, il ne faut pas qu'il y ait des beaux discours et des belles ambitions, je vous ai entendu, et puis des actes à côté qui font que nous ne l'atteindrons jamais, surtout si nous contribuons à déforester massivement la forêt amazonienne. Voilà, je vous remercie. Chers collègues, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, la filière bois est très importante à beaucoup d'égards, et notamment pour les enjeux énergétiques. Je voudrais peut-être souligner qu'on a une ressource qui est contrainte. On ne peut pas utiliser le bois sur tous les usages. Et aujourd'hui, l'usage qui apparaît le plus efficace, c'est la production de chaleur. Et donc, dans une ressource contrainte, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à orienter le bois sur la production de chaleur dans nos appels à projets récents. Je pense qu'on aura aussi à travailler sur les biocarburants aériens. Vous savez qu'on a une feuille de route qui a été préparée et il faudra trouver, pour le coup, en attendant les générations d'avions piles à combustible ou à hydrogène post-2035, il faudra travailler aussi sur les bonnes filières de production de biocarburants aériens. Et donc, je pense que c'est notamment une des pistes sur lesquelles on pourra travailler. Merci, Madame la Ministre. Donc, oui, il est retiré ? Non, vous avez déjà explication de vote. C'est retiré ou pas retiré, Monsieur Adno ? Donc, si j'avais des réponses... Donc, il est retiré ? Non, j'ai dit que je le retirais. Donc, il est maintenu, je le mets aux voix. Monsieur Adno, vous êtes déjà exprimé. Que je le retire. Monsieur Adno... Monsieur Adno, vous êtes déjà exprimé. Que le CEA, c'est pas l'alpha. Monsieur Adno, merci que... Monsieur Adno. Je voulais parler. On peut l'arrêter son. Non, voilà. Donc l'amendement 81 est maintenu. Donc je le mets aux voix avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors, je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et voilà pour ces débats sur le projet de loi énergie-climat, le premier texte porté par Elisabeth Borne en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire. Des débats cristallisés par la fermeture de la ligne de train Perpignan-Rungis qui transporte des fruits et légumes. Les sénateurs craignent que cette ligne soit remplacée par des camions sur les routes. Elisabeth Borne a assuré que cette ligne serait maintenue à long terme. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Tous nos programmes sont accessibles sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.